Flow, l'actu de demain. Bonjour Charlène. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans Flow. Merci. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Alors, tu sais, chez Flow, on va à la rencontre d'experts, d'entrepreneurs qui remettent en question le monde actuel et qui proposent quelque chose de nouveau, une vision différente pour repenser le monde de demain. Donc, je suis très content de t'accueillir. On va parler de l'eau. C'est un sujet qui te tient à cœur. Tu es ingénieur hydrologue, engagé pour préserver l'eau et l'ensemble du vivant, puisque tout est lié, on va le voir. Tu es conférencière, lanceuse d'alerte. Tu as écrit un livre, L'eau, Fake or Not. Tu as fait plusieurs TEDx. Tu expliques que le fameux cycle de l'eau est cassé, que nous l'avons cassé. On va essayer de comprendre un peu mieux pourquoi, comment. Et tu milites fortement pour une hydrologie régénérative. Alors, bienvenue dans Flow. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce qui t'anime ? Alors, d'où je viens, qui je suis ? Donc, je suis Charlène Descolonges. J'ai grandi en Bourgogne, à Dijon, où je me suis assez vite passionnée par le sujet de l'eau, mon frère étant pêcheur à la mouche. J'allais avec lui traquer les truites dans les rivières et au bout d'un moment, je me suis dit, mais tiens, comment fonctionnent les rivières ? Il me commençait à me parler de crues, de pollution, etc. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'être médecin des rivières. J'ai envie de me prendre soin des rivières et de m'occuper d'elle, mais pour ça, il faut comprendre. Donc, je suis partie faire des études d'hydrologie à Montpellier, où j'ai croisé la route d'Emma Aziza, qui est très connue. Ah oui, bien sûr. Voilà, dans le domaine aussi, c'était une de mes profs. Et voilà. Et du coup, on se retrouve maintenant, et c'est assez drôle, mais je suis partie après ça faire un double diplôme avec l'école des mines à Alès pour traiter la question de la gestion des crises et des risques liés à l'eau. Donc, dans le sud de la France, c'est surtout lié au risque d'inondation. On l'a vu tout récemment, là, maintenant, avec le Gard et l'Ardèche. Donc, moi, voilà, j'étais plutôt destinée à étudier ce phénomène. Et finalement, je suis partie dans autre chose. La vie m'a amenée à Annecy, en Haute-Savoie. Et je suis partie travailler sur la gestion politique, stratégique de l'eau, sur le bassin de l'Arve, qui prend sa source au pied du Mont Blanc et qui termine sa course dans le Rhône, après Genève. Et là, j'ai étudié beaucoup de choses sur l'eau, la qualité, la quantité, la politique, la gouvernance de l'eau, etc. pendant 5 ans. Crise Covid, crise de sens, et je suis partie, j'ai claqué la porte de la fonction publique, j'étais carrément ingénieur territorial, donc boulot à vie, grosse etc. Remise en question. Gros claquage de porte, et je suis partie faire 2 ans de maraîchage, pour 1 an et demi, quand même. pour me réancrer dans la terre et comprendre le lien entre l'eau et l'agriculture. Et à partir de là, j'ai créé l'association pour une hydrologie régénérative avec 2 experts, Simon Ricard et Samuel Bonvoisin. Et aujourd'hui, l'association, elle a grandi, on est en phase de développement. Et puis, j'ai écrit le livre en même temps. Et voilà, me voilà maintenant sur les plateaux télé, sur les COMEX, les grands événements, etc., pour vulgariser les concepts sur l'eau et l'hydrologie régénérative. Un agenda très, très chargé. Merci encore d'avoir pu te libérer. Avec plaisir. Alors, il y a quelque chose que tu viens de dire qui m'a vraiment marqué. Et c'est vrai que tu en parles souvent, cette notion de devenir médecin de l'eau. Et tu dis que tu as eu cette révélation, donc finalement très jeune. Tu avais quel âge quand tu allais faire la pêche à la mouche avec ton frère ? 8 ans. Ouais, très jeune. Et donc, tu avais conscience que l'eau, que tu étais connecté à l'eau d'une certaine façon, mais tu avais aussi conscience qu'il fallait quelque part la réparer ou prendre soin d'elle. Cette notion d'être médecin de l'eau, tu l'avais déjà très jeune. Ouais, et puis 8 ans, alors c'était dans les années 2000, donc à ce moment-là, on ne parlait pas du tout du changement climatique, c'était pas du tout... les enjeux environnementaux n'étaient pas aussi forts qu'à présent. Et c'est là où on se rend compte quand on pratique un sport ou une activité dans la nature, on est au contact de tout ce qui se passe et de toutes les dégradations que l'on a en fait sur ces environnements, sur ces écosystèmes. Et moi, avant même d'avoir parlé du climat, et le climat est arrivé très tard dans ma formation. C'est arrivé vraiment très tard. Et on se rend compte à quel point il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur l'eau. Encore aujourd'hui, moi, j'apprends énormément de choses sur l'eau. C'est sûr, non, mais moi, en t'écoutant, j'ai appris énormément de choses et je me suis rendu compte qu'on ne savait rien. Oui, bon, on va essayer de reprendre les bases. Oui, il faut reprendre les bases. Et donc, alors avant de claquer la porte, donc tu parlais de ton parcours d'hydrologue. Donc, qu'est-ce que tu as appris ? Tu as appris donc, à étudier l'eau, les différentes formes d'eau.
Alors, tu peux nous en parler un petit peu? J'ai commencé par étudier le traitement de l'eau. Déjà, quand on ouvre le robinet, d'où elle vient, quel traitement elle subit et qu'est-ce qu'elle devient après. C'est surtout ça le truc. Qu'est-ce qu'on en fait après? Donc elle part dans les stations d'épuration. Donc on m'a appris en fait à dimensionner toutes les infrastructures qui permettent à chacun d'avoir de l'eau potable en bonne qualité, en bonne quantité à la maison, et ensuite qu'elle puisse être rejetée en bonne qualité aussi dans les milieux. Donc petit cycle de l'eau. J'ai commencé par là. Petit cycle de l'eau, c'est ce petit cycle urbain de l'eau potable et de l'assainissement qui en fait se répète dans un grand cycle. Le petit cycle ne saurait exister sans le grand cycle. Donc la formation d'hydrologue, c'est à la fois à la base de s'intéresser sur le grand cycle de l'eau à l'échelle de ce qu'on appelle un bassin versant. Le bassin versant, c'est une sorte de cuvette. Il faut imaginer une cuvette délimitée par les reliefs, et dans lequel en fait vont s'infiltrer et ruisseler l'eau de pluie dans les rivières et puis ensuite dans les fleuves qui vont reboucler la boucle avec l'océan et les mers. Et donc là, je parle du grand cycle, et en fait le petit cycle, il va se répéter dans le grand cycle. Si bien que moi, ce que je fais à Annecy, l'eau potable que j'utilise à Annecy, qui repart après dans le système, elle va être réutilisée par les Lyonnais, puis ensuite toutes les personnes qui vivent le long de la vallée du Rhône jusqu'à la fin. Et donc, on est complètement interdépendants. C'est ça, cette histoire du petit cycle et du grand cycle de l'eau. Tout ce qu'on fait en amont aura des répercussions en aval. Donc, l'hydrologie, au départ, je commence à étudier ça, et l'eau dans toutes ses dimensions, effectivement, entre l'eau chimique, l'eau pour les procédés industriels, l'eau pour l'agroalimentaire, l'agriculture, etc. L'eau et la société. En fait, on voit beaucoup de choses dans cette formation, c'est passionnant. L'idée de ces recherches, de ces analyses, est de voir comment optimiser ce cycle de l'eau, la qualité, la quantité. Oui, c'est ça. Et puis aussi les pollutions historiques, c'est quelque chose qu'on maîtrise assez mal, mais le passé industriel français a laissé des traces, et aujourd'hui on retrouve des polluants qui continuent en fait à exister dans ces hydrosystèmes. Et là, en date, les fameux PFAS ou les polluants éternels qui étaient émis par des industriels qui fabriquaient le téflon, eh bien on en retrouve aujourd'hui dans nos corps parce qu'on ingère de l'eau qui est contaminée par ces PFAS. Et donc voilà. On est ce qu'on mange, on est ce qu'on boit, quoi. Exactement. Alors on est ce qu'on mange, on sait bien, mais on est ce qu'on boit, on s'en doute un peu moins. Et puis on a un adage aussi dans le domaine qui dit plus on cherche, on trouve. Donc la qualité de l'eau, finalement, pour l'instant, elle est très potable, mais ça dépend des paramètres qu'on va définir. Et tout ça, on l'apprend dans cette formation d'hydrologue. D'accord. Et donc ensuite, quelques années dans la fonction publique, tu disais? Oui. Donc avec des élus locaux pour mener des actions locales, pour avoir un impact sur justement ce cycle de l'eau et comment il est utilisé localement. C'est ça. Alors je sors de mes études, pardon, et comme tout le monde, on est fraîchement diplômés et plein d'enthousiasme, et en fait on se dit on va sauver la planète. Bien sûr. Il faut garder d'ailleurs ce sentiment le plus longtemps possible. Oui, même avec les désillusions. Les miennes étaient trop fortes, donc je suis partie, mais quand même j'ai appris énormément de choses, et j'ai décidé la fonction publique parce que j'avais cette notion, on va dire, de bien commun, et j'avais plutôt envie d'aller au cœur du réacteur, si je puis dire. Ouais. C'est là que tout se joue, entre le partage de l'eau, la construction d'une centrale hydroélectrique ou d'une centrale nucléaire. En fait, tout ce qui a un impact sur l'eau se décide à l'échelle locale. Ouais. C'est là que tout se décide. C'est là que tout se décide. Ah ouais. On a l'impression que c'est l'État qui contrôle absolument tout. Alors, l'État contrôle beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de décisions qui sont quand même déléguées au local. Et je suis arrivée dans ce territoire qui avait la chance d'avoir ce qu'on appelle un parlement de l'eau. Alors là, on rentre directement dans le sujet. Ah, extraordinaire. La gouvernance de l'eau en France, on a la chance d'avoir ce modèle-là, où on a des sortes de petits parlements de l'eau, dans lesquels siègent des élus locaux, des acteurs économiques, des industriels, EDF, agriculteurs, etc., des acteurs non économiques, ceux qui sont au contact de l'eau, les kayakistes, des pêcheurs, etc., des défenseurs de l'environnement, et les services de l'État. D'accord. Et donc ça fait ce beau petit monde-là, une centaine de personnes à peu près, va réaliser des études et un document stratégique qui va permettre de dire, voilà, sur 15-20 ans, avec le changement climatique, etc., et nos besoins, eh bien, on a identifié
cet enjeu-là, cette priorité-là. C'est passionnant. C'est passionnant, donc j'ai appris tout ça. Et là, on commence à voir un peu les jeux d'acteurs, les tensions qui peuvent se créer dans un territoire qui est considéré comme un château d'eau. Le Mont Blanc, voilà. Et le Mont Blanc, c'est quand même un château d'eau, donc on se dit, il n'y a pas de problème de manque d'eau. Et a priori, en fait, si. Donc j'ai appris un peu tout ça là-bas. J'ai fait mes armes dans la fonction publique et la politique locale de l'eau. Mais on est sorti quand même une frustration, si je comprends bien. Alors pour être clair, quand je parle de politique, je ne suis pas encartée, toujours pas, et quand j'étais fonctionnaire non plus. On a des droits et des obligations, des devoirs, notamment le devoir de réserve, qui consiste à dire, il y a certains sujets dont on ne doit pas parler. Et moi, c'était une source de frustration, parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'étais pas du tout alignée, et en fait, quand on est fonctionnaire, on nous demande pas trop notre avis. Tu exécutes et tu n'as pas forcément d'initiative à porter. Alors tu peux, mais c'est un peu plus compliqué. Même en tant qu'experte. En tant qu'experte, tu es quand même censée livrer une analyse factuelle. Alors c'est un très beau métier dans le sens où on apporte notre expertise et on permet de traduire en fait cette expertise à un échelon politique, et ça a du poids, et il y a des choses qui marchent. Et leurs décisions, théoriquement, vont se prendre sur ces analyses-là. C'est ça, mais des fois, il y a des politiques qui n'ont pas du tout la conscience, il y a d'autres enjeux économiques qui priment, et donc tu es gentil avec ta rivière et tes poissons, mais non, j'ai d'autres ambitions. Et donc voilà, moi c'était ça, cette frustration. Une des plus grosses frustrations, c'était pendant la crise Covid, vous vous souvenez tous, il faisait super beau, et en fait on était en sécheresse printanière. Et moi je faisais, alors quand tu es ingénieur territorial, tu es payé pour faire des notes. Tu écris des notes à tes politiques disant attention, est-ce que vous validez ça, et le sujet de l'eau apparaît comme étant préoccupant à cette période où on se lavait tous les mains et on avait besoin de beaucoup d'eau. Et on voyait progressivement les rivières... tu as vu l'impact de la consommation accrue de l'eau C'est ça, ouais. Et je disais, attention quand même, voilà. Et ça doublé de sécheresse, Ça doublé de sécheresse, je voyais passer beaucoup de dossiers, on en reparlera sur la neige de culture, etc. Et en fait, je me voyais, mais en fait, on droit dans le mur, on accélère, quoi. Il y a aucune conscience sur peut-être que demain on n'aura plus assez d'eau pour répondre à tous nos besoins. Et donc on m'a très gentiment dit de ne pas faire trop de vagues, et donc à partir de là je me suis dit allez, je pars, je vais aller agir ailleurs à une autre échelle. Je comprends beaucoup mieux la prison dorée quelque part dans laquelle tu étais, et puis la frustration liée au manque d'action ou d'aboutissement de ce que tu avais constaté. Et donc, tu as voulu quitter cette prison dorée pour pouvoir avoir un impact en fait beaucoup plus fort et des actions qui vont beaucoup plus loin. C'est ça. Moi, je veux pas du tout frustrer les personnes qui travaillent dans la fonction publique, mais mais je trouve que c'est un très beau métier, malheureusement très peu valorisé et payé, et pourtant essentiel. Et parfois, on est dans une prison dorée effectivement qui nous empêche d'agir, quoi. Et donc là, dans gros spin-off, tu décides d'emprunter ton propre chemin. Et donc tu deviens conseillère, lanceuse d'alerte. Oh là, ça s'est pas fait tout de suite. Hein. Il y a une petite traversée du désert de 2 ans quand même. Où quand tu quittes la fonction publique, c'est comme si tu démissionnais d'un CDI, donc t'es pas du tout accompagné. Et j'ai quand même suivi une formation agricole, et puis ça a été quand même... une formation agricole. Une formation agricole, voilà. On fallait quand même passer par là. Et puis après, beaucoup de lectures, beaucoup d'apprentissage théorique et sur le terrain, pour ensuite nourrir tout ce que aujourd'hui je prône à travers l'hydrologie régénérative et autres sujets autour de l'eau. Et en fait, après, j'ai été contactée par la maison d'édition Tana pour écrire ce livre. Et ça a été un travail, une sorte de mini-thèse pendant 8 mois où j'ai ingéré des quantités de rapports et d'études pour ensuite le vulgariser dans un truc très très petit, un petit manuel bien illustré et didactique pour le rendre accessible. C'est vrai. Non, c'est pas facile de vulgariser, de rendre accessible ce discours qui, on en parlait tout à l'heure, et c'est très vrai, est très peu relayé aujourd'hui. Mais c'est ça. Alors qu'il est vital et essentiel. D'accord, donc on a parlé effectivement de ton parcours, de l'eau, des différentes formes de l'eau.
est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans les différentes formes de l'eau? Parce que je sais qu'on peut aller très très loin dans ces différentes formes. Tu les catégorises très bien et je pense que ça peut être intéressant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors c'est parti, je vais partir de très loin déjà avec ce chiffre qui est hallucinant, c'est de se dire que moins de 1% de l'eau douce sur la planète est accessible. On a 97, moins de 1% de l'eau douce sur la planète est accessible. C'est ça. Ouais. En fait, dans les 2,5% d'eau douce qui sont sur la planète, on a le 3/4 qui est emprisonné dans les glaciers ou dans les calottes ou dans les inland seas polaires. Ouais. Et ensuite, moins du quart restant dans les nappes très profondes, à plus de 1 km de profondeur, et donc peu accessibles, et la plupart du temps, elles sont salées. Donc, voilà. Ouais. Et donc, le restant, ce pouillème de 1%, est finalement toute l'eau qui nous entoure, qui se trouve aussi dans les nappes un peu plus superficielles, essentiellement, mais aussi dans les sols, dans les végétaux, dans l'atmosphère, dans les lacs, dans les rivières, etc. Moins de 1% qu'on partage avec l'ensemble du vivant. Donc, c'est déjà hallucinant de se dire, ah ouais, c'est si peu. Et donc... C'est si grand, en fait. C'est si grand. Le potentiel, enfin, ce qui est aujourd'hui, mais d'inaccessible, quoi. Exactement. Et c'est comme ça. Et en fait, là, je ne parle que des stocks, mais il faut aussi parler des flux, parce que l'eau, c'est vraiment un cycle et c'est en mouvement constant qui permet aussi de réguler le climat. Et c'est là qu'en fait, on comprend que l'eau et le climat est complètement intriqué, complètement lié. L'eau est un vecteur énergétique qui permet de répartir, en fait, la température à la surface du globe. Et tout est régi, en fait, par... les précipitations sont régies aussi par la température planétaire. Donc, on commence déjà un petit peu à parler de ça, mais quand on parle de l'eau, donc ce cycle de l'eau qu'on a tous appris à l'école et qui est parfait, en fait, on ne représente pas nos interactions avec ce grand cycle et on ne représente pas non plus une chose qui est très importante qu'on n'a pas appris à l'école, c'est que le 2/3 des précipitations continentales, les pluies qui arrivent sur les continents, proviennent des végétaux. Le 2/3. D'accord. 66%, ça provient de l'évapotranspiration du végétal, c'est ce qu'on appelle l'eau verte. D'accord. L'eau verte, c'est l'eau qui est puisée dans le sol, prise par les végétaux et qui part dans l'atmosphère. Et une fois qu'elle arrive dans l'atmosphère, elle va reprécipiter ailleurs, plus loin, à l'intérieur du continent. Si bien qu'on a fait une corrélation entre la déforestation amazonienne et le changement des pluies dans le Pérou. En fait, il y a une interdépendance en fait, entre ce qui est fait sur les forêts et les pays voisins. Si les 2/3 des pluies proviennent des plantes, si tu déforestes, tu as moins de pluie. Exactement. Okay. Donc, en gros, voilà, très clair. Basique, l'eau bleue est créée par l'eau verte, essentiellement. L'eau bleue, c'est toute l'eau qui est dans les lacs, dans les rivières, dans les nappes. Celle qu'on voit, en fait, qui est visible, qu'on utilise, qu'on boit chaque jour, et elle ne saurait exister sans l'eau verte. Okay. Et ensuite, on a l'eau grise. L'eau grise, c'est toute l'eau qui est polluée par les nombreuses substances qu'on émet dans l'environnement, des substances chimiques, des hydrocarbures, des micropolluants, des pesticides, etc. Et donc, quand on fait la somme de cette eau verte, eau bleue, eau grise, notre empreinte eau globale, on appelle ça l'empreinte eau, eh bien, on arrive à ce chiffre planétaire qui est complètement fou de 24 000 milliards de mètres cubes d'eau. 24 000 milliards de mètres cubes d'eau, pour donner une idée, en gros, c'est comme si on détournait la moitié de tous les fleuves de la planète qui s'écoulent des continents aux océans. On prend la moitié des débits et on dit ça, c'est pour l'humanité, c'est pour produire notre énergie, pour notre alimentation, pour nos textiles, pour les métaux, pour voilà, tout ce qui a besoin d'eau à un moment donné dans le produit, et chaque produit a besoin d'eau, qu'elle soit verte, bleue ou grise, eh bien, il y a un impact. Donc, l'empreinte eau, c'est quelque chose dont on a très peu parlé et qui est pourtant essentiel. Et oui, parce que donc on a une dépendance totale vis-à-vis de l'eau, bien sûr pour rester en vie déjà, mais également dans notre quotidien pour tout ce qui est autour de nous. Tous les objets, tout ce qui est produit autour de nous, toutes les usines, les industries, tout fonctionne et ne peut fonctionner que grâce à l'eau. Oui. Vous écoutez ce podcast, sans eau, ce serait pas possible. Voilà, c'est ça. Ouais. En gros, il faut se dire ça, c'est surtout en France. Alors là, on va rentrer un peu dans les usages de l'eau. En France, on est un cas particulier mondial. La moitié des prélèvements, donc 32 milliards de mètres cubes d'eau chaque année en France, on prélève dans les rivières, dans les nappes, etc. Eh bien, servent à refroidir les centrales nucléaires. La moitié, donc 16 milliards de mètres cubes d'eau.
à peu près en moyenne, parce que en fait on a beaucoup de centrales qui sont le long des côtes évidemment, mais aussi le long des rivières, et donc on a surtout sur le Rhône des centrales qui fonctionnent en circuit ouvert. Ça veut dire qu'elles prélèvent beaucoup d'eau, mais elles en rejettent 95% dans le Rhône, plus chaude, en moyenne plus 2 à plus 4 degrés. Et puis on a le circuit fermé qui prélève moins d'eau mais qui en consomme 40% à peu près, dans les tours aéro-réfrigérantes. Donc, historiquement, ces vieilles centrales qui sont sur le Rhône prélèvent beaucoup d'eau parce que le Rhône est un fleuve glaciaire, il y a beaucoup d'eau fraîche, etc. Mais on se rend compte, avec les dernières sécheresses, 2022-2023, sécheresse et canicule font mauvais ménage et donc réchauffent l'eau du Rhône et donc on a une baisse de la production d'électrique nucléaire à cause de ça. Donc, parce que l'eau est trop chaude. L'eau est trop chaude et les sécheresses sont de plus en plus fortes, même sur le Rhône, quoi. Donc c'est assez fou de se dire, en fait, on n'avait pas du tout prévu une telle chute de la ressource en eau en France. Pour terminer là-dessus, en France, on a une baisse de 14% de la quantité d'eau douce disponible et accessible, c'est-à-dire celle qui est dans les nappes, celle qui est dans les rivières. Elle baisse tendanciellement depuis 30 ans. En raison de 2 choses, une baisse des pluies sur le sud de la France et une augmentation de l'évapotranspiration, de l'évaporation. Donc les végétaux, en fait, évapotranspirent de plus en plus tôt dans l'année, de plus en plus tard aussi. Et donc, ça rétrécit, si vous voulez, la fenêtre de recharge des nappes, qui normalement est entre octobre et mars. Et ben là, elle se rétrécit et donc on a de moins en moins d'eau qui va pouvoir s'infiltrer et recharger les nappes. D'autant que on a des pluies qui sont de plus en plus intenses. Et donc, une pluie intense, c'est comme si on versait des cruches d'eau en fait sur une table. Il n'y a rien qui s'infiltre. Tout part, tout ruisselle. Il pleut de plus en plus, mais les terres absorbent de moins en moins. Les terres absorbent de moins en moins et il pleut de plus en plus concentré autour de l'hiver. Ouais. Voilà. Et ça, c'est les premiers signes du changement climatique. On n'est vraiment qu'au début de ce qui se passe avec le changement climatique. Alors, juste avant d'aller un peu plus loin dans la crise justement de l'eau, j'aimerais revenir sur un terme que tu as employé, l'empreinte eau, qui est effectivement là aussi assez nouveau. Enfin, assez nouveau. On en entend peu parler, peut-être malheureusement. On disait qu'on avait une dépendance très forte vis-à-vis de l'eau, à commencer aussi par rapport à ce qu'on mange en fait au quotidien, puisque j'ai cru comprendre que un peu plus de 30% de notre empreinte eau vient de l'alimentation. 80%. 80% de notre empreinte eau, ça vient de l'alimentation. Oui. Donc c'est beaucoup plus. Ah ouais, d'accord. En fait, on mange de l'eau. Moi, j'aime beaucoup dire qu'on mange de l'eau et on mange de l'eau verte. Pour cultiver des végétaux, on a besoin d'eau verte. Donc c'est cette eau qui est dans le sol et qui est prise par les végétaux, par les cultures. Et le problème, c'est que on a besoin de plus en plus de cultures, de céréales, notamment pour l'alimentation animale. En fait, on a doublé nos rations de viande, et donc dans le même temps, on a triplé en fait les surfaces en céréales, et donc triplé les besoins en eau. Et c'est de là que on a une empreinte eau qui est très élevée. Plus on a un régime carné, plus on a une empreinte eau qui est riche. Donc on en vient à ce chiffre. On peut faire le calcul d'une empreinte eau à l'échelle d'un produit. Une gourde, un steak, un smartphone, voilà, un jean, et on peut le calculer à l'échelle d'un pays. Et en France, en moyenne, un Français moyen utilise à une empreinte eau, s'approprie, entre guillemets, l'équivalent de 4900 litres d'eau par jour. C'est l'équivalent de 25 baignoires qu'on pourrait remplir chaque jour d'eau virtuelle, qui nous servent en fait à manger. Donc là, on est dans le scope 3 de l'empreinte eau. Exactement, c'est le scope 3. Tous les objets qu'on a autour de nous. Je dirais même le scope 2 parce qu'on n'utilise pas, on n'intègre pas dans ce calcul, parce que cette étude, elle date un petit peu, on n'intègre pas l'eau énergétique. Et en France, on a surtout besoin d'eau pour produire notre énergie. Et on l'aura de plus en plus besoin pour produire notre énergie, pour aussi produire le lithium pour nos batteries. On aura besoin d'eau pour décarboner massivement en fait notre industrie, notre mobilité. Donc avant de parler de l'empreinte carbone, qui est maintenant vraiment de plus en plus mesurée, contrôlée, surveillée, il faudrait parler de l'empreinte eau de plus en plus, puisque en fait elle est à la base de l'empreinte carbone.
Tout à fait, avec ce fameux scope 3, en intégrant aussi les flux d'eau verte, parce qu'aujourd'hui, l'empreinte eau, il y a une norme ISO qui permet de calculer son empreinte eau, donc chaque entreprise peut le faire, mais par contre, elle n'intègre pas la question de l'eau verte. Et pourtant, l'eau verte, ce que je disais, elle crée l'eau bleue, et en plus, on a un problème planétaire, puisqu'on a franchi cette limite planétaire de l'eau verte. Oui, c'est vrai que tu parles aussi de cette limite de l'eau verte qu'on a franchie. Tout à fait. Ça, c'est une étude du Stockholm Resilience Center qui étudie tous les franchissements de limites planétaires. On a franchi les deux limites, l'eau verte et l'eau bleue. Alors, les seuils sont encore en cours de discussion dans la communauté scientifique, mais bon, ils ont quand même eu le mérite de poser une première pierre. Et le seuil de l'eau verte, il est défini par rapport à l'humidité des sols, et le seuil de l'eau bleue par rapport au débit dans les cours d'eau. Et en fait, l'un et l'autre, on se retrouve à avoir des extrêmes de plus en plus marqués. Des sols soit trop secs, soit trop humides, et des rivières soit en crue totale et de manière démesurée, ou bien des étiages, donc des bases d'eau très très fortes. Donc là, on revient un peu sur le cycle de l'eau dont tu parlais tout à l'heure, qui, comme tu le dis, malheureusement est cassé, qu'on a cassé. Comment on l'a cassé ? Alors on l'a cassé avant même d'avoir perturbé le climat, ça c'est important de le dire, parce que c'est justement ces études-là, limites planétaires d'eau verte et d'eau bleue, montrent, parce qu'ils sont vraiment basés sur une chronique de données très ancienne, ils ont gardé ça depuis 1850, et ils voient que les franchissements de seuil se sont opérés à partir de 1910. À peu près. En France, en tout cas, à partir de là, on se retrouve à avoir des régimes hydrologiques et des régimes d'humidité des sols qui n'ont plus leur cycle naturel, en raison de plusieurs choses. Déjà, le fait de détruire des zones humides, de décaper des zones humides, le fait de convertir une prairie en une monoculture de céréales, le fait de déforester, le fait de canaliser les cours d'eau, le fait de construire des barrages sur les cours d'eau, le fait de surpomper dans certaines nappes, en fait, tout ça va contribuer à modifier ces équilibres naturels. Donc, en France et dans le monde, d'une manière générale, on est sorti de cette zone de variabilité naturelle par tous les aménagements et infrastructures qui ont été faites sur les hydrosystèmes. Et l'agriculture, je dirais, est la principale composante en fait de ces facteurs de changement. D'accord, ok. La base de ce changement, donc le monde agricole est un enjeu essentiel. Majeur dans le sujet de l'eau. En France, on a vraiment les deux. L'énergie et l'agriculture sont les principaux usages de l'eau en France. Et donc l'eau est... Alors en préparant le podcast, j'ai aussi lu que l'eau était la première source de gaz à effet de serre. Donc en plus des dépendances, c'est aussi une source de protection pour la planète. Donc sa réduction, sachant qu'on consomme de plus en plus d'eau. Là aussi, alors si mes chiffres sont corrects cette fois, j'ai lu qu'on avait triplé la population sur le dernier siècle, mais qu'on a multiplié par 6 notre consommation d'eau. Oui, tout à fait. Sûrement lié aussi à la production, à l'économie qui est en croissance permanente. C'est surtout lié à vraiment l'essor de l'industrie agroalimentaire. 70% des prélèvements mondiaux sont opérés pour l'agriculture, l'irrigation agricole en particulier, et depuis 1950, avec l'essor des énergies fossiles, on a vraiment industrialisé le système alimentaire, et donc on a eu besoin de plus en plus d'eau, Et cette proportion est somme toute gardée à l'échelle mondiale. Mais en France, encore une fois, c'est particulier. C'est la moitié pour les centrales nucléaires. Par contre, en termes de prélèvement agriculture, on est à 9%. Et en consommation, donc j'ai pas fait la distinction, prélèvement, consommation. Consommation, c'est l'eau qui est évaporée ou qui ne retourne pas directement dans le milieu aquatique. Et donc l'agriculture se retrouve être le principal consommateur d'eau en France. Et il faut aussi regarder, là c'est l'échelle spatiale et temporelle, il faut regarder ces déficits quantitatifs de l'eau à l'échelle des bassins versants, à l'échelle des territoires et à l'échelle du temps. Parce qu'en fait, faire des grandes moyennes à l'échelle de l'année, ça n'a pas de sens. Il faut regarder aussi autour de l'été, là où il y a le moins d'eau, en fait, quel est le principal usage, quel est le principal consommateur d'eau. Et on se rend compte en regardant les cartes que c'est vraiment toutes les régions qui sont irriguées par le maïs sont les plus en tension quantitative sur l'eau. D'accord, ok. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu penses de la crise agricole qu'on traverse en ce moment, qui est assez forte ? Eh bien... J'en pense beaucoup de choses. Je trouve que
elle vient au bon moment où on s'interroge sur notre modèle de vie, nos modes de vie, nos modes d'alimentation. Et j'espère que après cette crise, les solutions qui émaneront des agriculteurs, j'espère que ça partira du bas, vont permettre cette bascule et vont permettre d'interroger les consommateurs sur leur mode alimentaire. En clair, encore une fois, on est ce qu'on mange, quoi. Donc, si on mange des choses très ultra transformées qui ont nécessité beaucoup d'eau de manière virtuelle et qui rejettent énormément de gaz à effet de serre, en fait, c'est clair qu'on va droit dans le mur. Alors, ma grosse crainte, c'est que cette crise alimentaire ait engendré un recul majeur sur toutes les plans éco-phyto qui ont permis de réduire l'usage des pesticides. Là, je viens de lire ce matin dans Le Monde, la Commission européenne envisage une nouvelle PAC, donc la politique agricole commune, qui est moins ambitieuse sur le plan des ventes des pesticides. Et donc là, malheureusement, c'est l'agro-industrie qui gagne et les lobbies agricoles... Retour en arrière. Voilà, gros retour en arrière. Donc malheureusement, cette crise n'a pas permis de... bonnes intentions, mais pas aller jusqu'au bout, quoi. Non. Ouais. Et voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur cette... Alors que c'est aussi effectivement le problème que le monde agricole traverse. Mais bien sûr, et puis les agriculteurs sont les premiers concernés par ces problèmes sanitaires par rapport aux pesticides, c'est les premiers menacés, donc ils ont plutôt intérêt à s'en défaire. Mais voilà, il y a toujours cette optique d'industrialiser notre alimentation, notre agriculture, et ça, c'est pas du tout compatible avec les limites planétaires. Et donc, dans la continuité de cette question des pesticides, qui va poser question après sur nos captages d'eau potable, il est probable qu'on ferme encore plus de captages d'eau potable dans les prochaines années. À cause de ça, on en ferme déjà pas mal, des milliers de captages chaque année. Après ça, il y aura la question du stockage de l'eau. Et on va en parler, mais pesticides et mégabassines font bon ménage. C'est vraiment ensemble. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et pourtant, alors tu vois, autant on l'a dit, l'eau, malheureusement, est encore trop peu au centre des débats, autant l'agriculture, c'est quand même un mouvement fort. Là, donc, il y a tout le monde agricole qui se soulève depuis quelques mois. C'est relayé par des écrivains, des artistes, à commencer par Houellebecq il y a quelques années qui l'avait prédit dans Sérotonine, plus récemment Gaspard Koenig dans Humus. Donc, c'est relayé et pourtant, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de nos ambitions, de notre pensée. Donc, effectivement, on peut se poser la question de si déjà on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, alors que le sujet est très clairement posé, compris sur le monde agricole, comment on va faire pour aller jusqu'au bout de nos pensées sur l'eau, quoi. C'est clair, on a besoin d'un mouvement de masse, quoi, à la fois des consommateurs éclairés qui changent leur mode d'alimentation, leur mode de vie, et des entreprises. Moi, je crois beaucoup en l'action des entreprises pour proposer des solutions qui vont dans le bon sens. Et après, l'État devra se charger d'accompagner ce changement de mode de consommation et donc d'une nouvelle économie qui va prendre en compte tout ça. Alors, tu parles souvent du triptyque eau, climat, végétal, avoir une approche systémique, justement. On l'a dit sans le dire, mais l'eau est un sujet politique qui peut probablement, potentiellement amener des crises au-delà de celles qu'on traverse aujourd'hui, peut-être même des guerres de l'eau. Tout à fait. Donc, on peut le prendre sous différents angles, sous l'angle de l'entreprise, sous l'angle de la politique. Oui. Tu en as fait une expérience à l'échelle locale. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu compliqué parce que quelle est la trajectoire ? Vers où ça nous mène, en fait ? On a plusieurs trajectoires possibles. J'ai fait là tout récemment une note prospective sur la ressource en eau et tous nos usages qui devrait paraître prochainement, et avec Futurible, un bureau d'études spécialisé. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a plusieurs trajectoires qui sont possibles. Si on continue le tendanciel, en fait, on va vers des guerres de l'eau. Ça, c'est indéniable, surtout en France. En France. Surtout en France. Okay. Ouais, on se croit prémunis de ça. Mais on va vers quand même des gros conflits d'usage de l'eau et qui pourraient démarrer dans le sud, dans les Pyrénées, parce c'est là qu'on va avoir le plus de diminution, plus de baisse de précipitations.
Et en fait, dans les Pyrénées, on a construit énormément de barrages pour l'hydroélectricité, pour l'irrigation agricole, etc. Et là, on voit avec les Pyrénées-Orientales qui souffrent d'une sécheresse qui dure depuis plus de 2 ans, que on va dire l'accent est mis sur la production, encore une fois, l'économie qui prime sur le reste. Et là, en fait, ils sont déjà en crise sécheresse, alors que l'été n'est toujours pas arrivé. Enfin, voilà, il y a certaines zones en France, non seulement qui vont subir ces sécheresses, voire même approcher du fameux Day Zero, où il y aura peut-être plus d'eau au robinet, où on aura des conflits de l'eau très très forts, où il y a peut-être des zones qui seront désertifiées. Enfin, je veux dire, il y a quand même des maires là aujourd'hui qui refusent des permis de construire parce qu'ils n'ont plus d'eau. En France. C'est surtout dans le sud de la France. Et puis, on aura peut-être des mouvements migratoires en France par rapport à ce sujet de l'eau. Donc ça, on n'est pas prêt. Et on n'a pas encore une stratégie claire entre l'eau pour produire notre énergie électrique, qui va nous permettre de décarboner toute notre société, notre économie, et notre injonction de produire localement et de diversifier notre agriculture, qui va nécessiter de l'eau aussi pour ça, et puis tout le reste, l'industrie, encore une fois, ce projet de mine de lithium dans l'Allier, en fait, on n'a pas de stratégie claire. La tendance, si on la poursuit comme telle sans stratégie, va nous mener vers des guerres de l'eau. Et il y a d'autres choses, il y a d'autres scénarios possibles. Il y a un scénario qui est presque proche du tendanciel vers quelque chose de privatisé. L'eau devient un bien privé qui sera accessible uniquement pour les entreprises, qui va générer de fortes tensions et conflits. Un scénario peut-être un peu plus étatique, où l'État en fait va imposer des quotas et chaque usager, même nous au quotidien, on va être rationné sur l'eau avec comme des crédits carbone et des crédits eau par exemple. Et puis il y aura peut-être un scénario un peu plus, moi en tout cas que je souhaite un peu plus, qui sera axé sur la gouvernance locale, où en fait localement sur chaque territoire, c'est vraiment les territoires et les élus et les citoyens qui auront la main sur cette priorisation des usages, sur quelle alimentation on veut sur notre territoire, quelle économie on veut sur notre territoire, et donc quel usage de l'eau dont on va avoir besoin, et on aura développé massivement l'hydrologie régénérative. Donc là on va commencer à parler des solutions. L'hydrologie régénérative. L'hydrologie régénérative, c'est une méthode de conception, c'est une approche assez globale à l'échelle d'un bassin versant qui permet de ralentir l'eau. En fait, l'idée, c'est de l'eau de pluie qui va s'infiltrer. On va essayer de faire en sorte que l'eau de pluie s'infiltre dans le sol. Et si elle ruisselle, eh bien, on va la ralentir dans des ouvrages d'hydraulique douce, des solutions fondées sur la nature qui vont permettre à l'eau de s'infiltrer. Donc, on va dire... On ralentit son ruissellement. On ralentit son ruissellement, on l'infiltre et on densifie la végétation. L'idée, c'est de restimuler ces petits cycles de l'eau verte à l'échelle des bassins versants pour avoir le plus d'eau bleue sur le bassin versant. Et donc, l'hydrologie... On est obligé de la ralentir parce que justement, les terres n'absorbent pas autant qu'avant. Et donc, il faut qu'elle soit plus lente pour qu'elle puisse être absorbée. Exactement. Donc, on va se baser sur un triptyque eau, sol, arbre. L'eau, les cheminements de l'eau en mode key line design, c'est une méthode de conception par ligne clé qui permet de ralentir l'eau dans des petits fossés végétalisés qui sont construits perpendiculairement à la pente et qui permettent de ralentir comme ça progressivement, comme des marches d'escalier, l'eau de pluie. Et on va replanter des haies, on va recréer des zones humides, des mares, des bassins d'infiltration. Tout ça, c'est un design global. Donc on a quelques bureaux d'études en France qui le font. C'est déjà en application c'est déjà en application en France, surtout celles qui sont les plus contraintes, dans le sud, en Drôme aussi par exemple. Et l'idée, c'est vraiment de ralentir, de l'infiltrer et de la stocker, mais en dernier recours. Si on a besoin de stocker l'eau, on la stocke intelligemment, sans pompage. On va dire si elle alimente une petite retenue, c'est par gravitaire, donc c'est l'eau gravitaire, elle va ruisseler et sans aller la chercher, la pomper ailleurs. Et ensuite, on va travailler sur les pratiques agricoles. Et alors, juste sur le stockage, parce que comment elle va être stockée? J'imagine que ce ne sera pas des méga-bassines. Non, déjà, ce n'est pas du tout les mêmes dimensions. Les méga-bassines, elles sont sur plusieurs millions de mètres cubes. Et là, des petits ouvrages comme celui-ci sont quelques milliers de mètres cubes. D'accord. Déjà, ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Et on n'est pas dans une logique de production, mais de sécurisation. Et si besoin,
fait, on utilise cette eau pour l'agriculture. Mais c'est surtout à la base pour recréer des paysages aquatiques. L'usage principal, c'est pour recréer des zones humides et un écosystème qui va permettre d'avoir une biodiversité importante sur le territoire. Donc ça sera pas souterrain, ça sera du stockage comme un lac. Oui, comme une mare, voilà. Et puis des fois peut-être une mare, elle peut avoir plusieurs fonctions. Il faut pas non plus. C'est pas juste du stockage. Voilà, c'est ça. Et donc, en travaillant là-dessus, donc le cheminement de l'eau et ensuite les sols. Les sols, évidemment, plus on a un sol dur comme ça, moins l'eau va pouvoir s'infiltrer. Donc, il faut transformer les sols en éponges, recréer de la vie dans les sols. Plus on a des vers de terre, plus on a la capacité d'infiltrer l'eau parce qu'ils vont créer des porosités, des tunnels, etc. Donc, on infiltre l'eau grâce à des techniques agroécologiques, des techniques d'agriculture de conservation des sols, biologiques, sans intrants, pour couvrir en permanence les sols pour éviter l'érosion des particules. Et ensuite, l'arbre. Là, on est vraiment dans Humus de Gaspard Koenig. Exactement, voilà. Et c'est marrant parce que... C'est donc vrai. C'est donc vrai, ça existe, c'est possible. Et j'avais Gaspard au téléphone hier. C'est vrai. Ouais. Super. Et donc voilà, la boucle est bouclée, mais du coup, et je lui ai parlé d'hydrologie régénérative, c'est génial. Ouais. Et l'arbre, qui est le dernier élément important de tout ce design, eh bien l'arbre va être en fait implanté dans avec les lignes clés, les fameuses key lines qu'on a dessinées par rapport au chemin de l'eau. On va mettre derrière les fossés végétalisés un petit bourrelet de terre sur lesquels on va planter des haies, des kilomètres de haies pour recréer et infiltrer, arrêter l'eau pour qu'elle s'infiltre. Alors ça, tout ce que je viens de dire là, on l'arrête aussi. Et on la force à s'infiltrer. Voilà, faut faire tout faire pour l'infiltrer. Les sols qui sont aérés pour devenir plus poreux et absorber l'eau. Alors on s'imagine bien, on se dit mais on va peut-être pas pouvoir faire ça partout. Alors en fait, si on peut, surtout la vigne, l'arboriculture, même en céréales, pâturage aussi, élevage extensif, tout ça en fait on peut le faire, c'est possible. Maraîchage c'est un peu plus limité parce que les terrains sont plus petits. Par contre c'est quand même possible de faire des choses. Mais c'est surtout sur la grande culture et puis l'arboriculture, etc., la vigne qui prennent de la place et où on va pouvoir redessiner en fait des paysages façon hydrologie régénérative. Donc potentiellement, ça pourrait s'appliquer dans tout domaine agricole, quoi. Enfin, c'est un peu l'idée, c'est ça. C'est que si tout domaine agricole applique ses bases, donc de ralentissement, rétention d'eau, donc porosité des sols et régénérance de toute la flore, ça va avoir un impact positif sur l'eau verte, qui va donc renaître, de l'eau bleue derrière. Potentiellement repasser en dessous de la limite franchie. Je ne sais pas si c'est possible même. Il faudrait le déployer massivement sur tout le monde. Et donc la question c'est combien de temps ça prend. C'est une très bonne question. Quand peut-on espérer voir l'impact en fait de cette hydrologie régénérative ? C'est très difficile à répondre parce que tout est tellement complexe et en plus avec le changement climatique qui va bouleverser tout le grand cycle, en fait nous on mise sur cette idée de dire en fait on va augmenter la résilience. Avec le changement climatique on va avoir plus de sécheresses plus longues et intenses et des précipitations plus intenses et resserrées dans le temps. Donc l'idée c'est qu'à travers ces aménagements on améliore la résilience des territoires. Si bien qu'il y aura des inondations, il y aura des sécheresses, par contre ces terrains seront un peu plus résilients, ça veut dire qu'ils pourront se remettre plus facilement de la crise. Mais on n'est pas dupe, on sait que ce sera compliqué et que ça va prendre du temps et qu'il y aura quand même besoin de stockage dans un premier temps pour peut-être accompagner la profession agricole. Mais il faut vraiment retenir qu'on s'aide de la nature pour augmenter cette résilience. On n'est pas là dans quelque chose de très interventionniste et technologique. On cherche vraiment à redonner de la place en fait aux écosystèmes naturels tels qu'ils étaient. Laisser la nature reprendre ses droits et fonctionner comme elle a toujours bien fonctionné jusque-là en fait. C'est ça, à réparer les dégâts qu'on a occasionnés et à restimuler un peu ces processus naturels qui étaient là avant et en fait qui pourraient reprendre un peu
peu plus d'ampleur, même avec un climat qui change. On la prend par la main pour lui réapprendre à marcher, d'une certaine façon. Oui, alors c'est un peu interventionniste dit comme ça, mais c'est plutôt de dire... déjà, il y a certains principes en permaculture, par exemple, qui permettent de dire, là, ici, on zone et c'est la nature qui reprend ses droits. C'est un espace où l'homme n'intervient pas. Et c'est important de le dire, en fait, on aimerait pouvoir intervenir et l'aider, mais on peut s'autoriser à juste ne pas y aller, ne pas intervenir et laisser la nature faire. Et donc la technologie, donc là, a peu de place. Est-ce qu'il y a d'autres technologies qui peuvent avoir un impact ? Bien sûr, il y en a quand même. Okay. Par exemple, moi je suis plutôt pour une technologie qui va permettre de comprendre un peu mieux et d'améliorer les connaissances. Et typiquement, il y a énormément de choses qui se font sur des capteurs qui permettent de connaître l'humidité des sols, de l'intelligence artificielle qui permet de cartographier en fait l'évolution de l'humidité des sols, la qualité des cours d'eau, tout ce qui va permettre d'améliorer cette connaissance hydrologique, pour moi, est bénéfique. Mais elle doit vraiment s'inscrire dans un changement de pratique, dans un changement global, en fait, de pensée. La technologie pour la technologie, ça n'a pas de sens. Donc là, c'est plus un outil, ça serait un outil pour mieux comprendre. C'est ça. Et donc mieux agir derrière. C'est ça. Il y a un autre sujet, par exemple, un autre risque dont on n'a pas parlé, c'est le retrait-gonflement des argiles. Il faut savoir qu'en France, il y a des sols qui sont argileux et à chaque sécheresse, les argiles se rétractent. C'est une formation minérale qui fait que ça se rétracte. Et quand la pluie revient, elle gonfle. Et ces mouvements de rétractation et de gonflement fait qu'on a une déstabilisation du bâti et des grandes fissures qui apparaissent sur les maisons. Probablement que parmi tes auditrices, il y en a peut-être qui malheureusement ont subi ces dégâts qui sont occasionnés par des sécheresses. 2022 a occasionné 3 milliards de dégâts sur les fissures de maisons. Et les assureurs commencent à dire il y a peut-être des zones qu'on ne pourra plus assurer, ou en tout cas on va tripler la prime assurance parce qu'en fait ça devient ingérable. Donc peut-être des technos qui vont permettre de réhumidifier le sol et de comprendre aussi où est-ce qu'on peut construire et où est-ce qu'on ne pourra plus construire à cause de ça. Et bien voilà, ça peut être intéressant de développer des choses là-dessus. Et le relais de cette compréhension, donc on en a parlé côté politique, un peu côté entreprise aussi. Il y a de plus en plus d'initiatives, on en parlait un petit peu avant le lancement du podcast, sur des fonds, par exemple, à impact, qui se disent impact, qui vont financer des startups dont l'objectif est de limiter l'émission de gaz à effet de serre ou des technologies, ou même parfois des low-tech qui permettent d'avoir la possibilité de mettre en place une économie peut-être plus durable. Bon. Mais aujourd'hui, le sujet de l'eau est encore peu relayé par ces fonds d'investissement ou par même ces startups. Oui, tout à fait. On a très peu d'offres de fonds d'investissement pour financer justement cette régénération des cycles de l'eau. Et à la sortie de la crise de la sécheresse 2022 qui a marqué tout le monde, le gouvernement a annoncé un plan eau qui est un plan bleu. On ne parle pas du tout de l'eau verte, on ne parle pas non plus du nucléaire, on ne parle pas de l'agriculture. Donc, en tout cas, on passe à côté des gros problèmes, des gros enjeux. Et il y a fondamentalement un manque, mais je pense, d'acculturation de tous ces enjeux-là auprès des financeurs publics, privés et des offres d'entreprises qui vont permettre d'être un peu plus d'offrir des solutions fondées sur la nature. Parce que là, pour l'instant, tout ce que je vois, c'est beaucoup de tech qui peuvent avoir un intérêt, mais qui n'accompagnent pas forcément le changement. En tout cas, il faut vraiment trouver quelque chose qui va permettre d'accompagner le changement. Que ce soit dans l'énergie ou l'agriculture, voilà. Même le particulier, on a besoin de quelque chose. Et pour ça, on a besoin de fonds. Aujourd'hui, les fonds sont très peu nombreux, très peu développés. Et voilà, s'il y a des personnes qui ont des choses à proposer, voilà, ça peut... Pas forcément par l'État, pas forcément par les entreprises, ni pas encore par les fonds. Par les fonds, c'est donc, ça. Okay, il y a certaines fondations qui commencent à s'y mettre, mais pareil, les enjeux de l'eau, c'est encore très éloigné en fait des besoins en termes de financement, alors que c'est les choses les plus majeures qui vont arriver. C'est capital. Surtout, c'est vrai que pour revenir sur le scope français, on est vraiment entre ces deux problématiques d'émissions de gaz à effet de serre qui
pour certains vont privilégier l'énergie nucléaire qui justement est propre entre guillemets, mais à l'inverse on se piège nous-mêmes parce que 50% de notre besoin en eau va directement dans les centrales. Donc on a du mal à trouver une stratégie viable quand on pose le débat comme ça entre émissions carbone et besoin en eau. Besoin en eau et biodiversité. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. compliqué. Il y a d'autres pistes que donc l'hydrologie et l'agriculture régénérative. Est-ce que... Dans le sujet politique et de la gouvernance de l'eau, en fait, j'expliquais qu'on avait des parlements de l'eau et en fait, la plupart des gens ne savent pas qu'il existe des parlements de l'eau sur leur territoire. Donc, une des pistes que j'encourage, c'est la reconnaissance des droits des rivières et des fleuves pour qu'ils aient un droit d'exister, que ce soit des sujets de droit comme les femmes, comme les enfants ont pu être sujets de droit très tardivement en France, mais elles sont devenues sujets de droit. Les rivières, en fait, dont on dépend, tous et toutes, pourraient avoir une voie juridique qui leur permettrait d'exister, d'être en bonne santé. Et pour ça, il y a de nombreuses initiatives qui sont en cours sur la Loire, sur la Seine, sur le Rhône, sur la Garonne. Et ce sont des citoyens qui disent « Nous sommes les gardiens de ces fleuves. Nous voulons protéger ces fleuves et représenter la voix du fleuve pour défendre ses intérêts, notamment en justice. Et donc, pour moi, c'est un acte très fort. Et c'est pas quelque chose qui émane des hydrologues. C'est des juristes qui ont une haute lecture du droit et qui s'interrogent en disant, mais peut-être qu'il faudrait mieux les protéger. Et par ce biais-là, parce que d'autres pays l'ont fait, il y a la Colombie, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a la Nouvelle-Calédonie aussi, qui ont plutôt une culture sacrée de l'eau. Et donc, pour eux, c'est normal. C'est un membre de leur famille. Nous, on a perdu un peu cette dimension sacrée et pourtant, on offrait des offrandes à la déesse Sequana, qui était la déesse de la Seine. Chaque fleuve, chaque rivière a ses histoires, ses mythes et on a perdu un petit peu ça, je crois. Il y a des zones qui sont protégées, les zones Natura 2000, mais effectivement, l'idée c'est de pousser le concept plus loin et de protéger, d'inscrire certaines rivières au patrimoine de l'UNESCO, et au-delà de les protéger, les aider aussi à se régénérer. Voilà, les aider à se régénérer et surtout investir les habitants dans les décisions qui sont prises, parce qu'aujourd'hui on les consulte à peine, et quand on les consulte, c'est sur la base de documents qui sont très techno, très techniques, incompréhensibles, et en fait, si on les associait un peu mieux à la façon Convention citoyenne pour le climat, tu vois, où on avait tiré au sort des gens et en fait on leur dit venez, on vous forme, on vous paye, en fait on vous défraie aussi pour venir aller au chevet de votre fleuve, comprendre ce qui se passe et prendre part aux décisions, parce que c'est important de vous associer dans cette démarche-là. Mais là je pense qu'on changerait beaucoup de choses. Et alors à quoi ça pourrait ressembler le monde dans 30 ans ? On est en 2054, on a mis en place un plan d'action très fort sur l'hydrologie, l'agriculture régénérative. On a protégé des rivières. Probablement, on a changé pas mal de choses aussi dans notre quotidien, dans notre alimentation, dans notre économie. Tout à fait. Pourquoi pourrait ressembler le monde dans 30 ans si tout fonctionne bien. Alors, si tout fonctionne bien, on a donc dans chaque maison ou en tout cas les endroits où c'est le plus tendu, des récupérateurs d'eau de pluie pour aller les mettre dans les toilettes ou autres usages dont on n'a pas besoin, parce que ces récupérateurs et tous ces systèmes auront été financés par les collectivités ou l'État, en même temps que la rénovation thermique des bâtiments. Et puis on aura effectivement une alimentation, une agriculture qui est issue du territoire. Les citoyens auront décidé de leur alimentation, ils auront chacun accès à une alimentation saine grâce à la sécurité sociale de l'alimentation. C'est comme une sécurité sociale, avec notre carte verte, mais là on aurait aussi une carte pour aller se fournir en alimentation qui est issue de cette forme d'agriculture régénératrice. Donc on mange bien, on est en bonne santé, on a une eau qui est pure, qui n'est pas polluée par les nitrates et des pesticides. On peut très bien aller se baigner l'été, parce que il y a de l'eau qui coule dans la rivière et elle n'est pas polluée. On a des industries qui se sont relocalisées, certaines industries sont venues, mais elles se sont adaptées à la ressource en eau disponible. Parfois, l'été, elle ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas assez d'eau et c'est ok.
On est vraiment dans une sorte de sobriété où on s'adapte en fait à ces extrêmes, où il y a des vagues de chaleur qui vont parfois perturber notre quotidien, mais on s'est adapté à ça, on s'est préparé à ça. Et donc on a une forme de résilience vraiment à l'échelle de chaque territoire. Et les agriculteurs, maintenant, ne se suicident plus, ils y vivent bien, ils ont un bon revenu, ils vivent de leur production, et puis ils sont vraiment inscrits dans un projet de territoire. On a des poissons qui sont revenus, qui avaient disparu, ils sont revenus. On a vraiment toute une faune et une flore qui est en bonne santé. Alors vraiment, je décris un paysage merveilleux. Et puis évidemment, donc on a cette hydrologie régénérative partout. Imaginez tous ces champs qu'aujourd'hui on voit à perte de vue, où il n'y a plus une haie, il n'y a plus une vie. Et bien là, on a remis des bosquets, on a remis des mares. Quand moi je traverse la France souvent à vélo, et bien il n'y a plus de vent qui va me basculer d'un côté à un autre, parce que voilà, il y a vraiment ces haies qui permettent de briser le vent. Il y a de la vie dans les sols, ça sent bon. Et puis on a aussi ces comités citoyens, ces conseils des gardiens qui se réunissent. Les gens peut-être travaillent un peu moins aussi. En fait, ils ont ralenti leur vie en même temps qu'ils ont ralenti l'eau. Et ça, c'est beau. Je me dis, on se remet dans une phase de ralentissement en général où on prend le temps, en fait, de cuisiner. On prend le temps de se balader, d'aller découvrir sa rivière et de prendre part aux décisions qui sont importantes sur chaque rivière et chaque fleuve du territoire. Il faut devenir, comme tu le dis si bien, les gardiens du vivant. Et pour ça, il faut ralentir un petit peu alors. Voilà, c'est ça, prendre le temps. Bon, écoute, merci en tout cas, tu as des vrais talents de conteuse. Hein. J'aime beaucoup cette perspective, ça donne envie effectivement d'accélérer sur cette hydrologie régénérative. Accélérer pour ralentir. T'as raison. Mais c'est vrai, parfaitement contredit. Mais il est urgent. Dans le bon sens. Il est urgent de ralentir. Moi, je le dis souvent. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je pense qu'on pourrait continuer encore pendant une bonne heure. Il y a encore plein de choses à dire, mais en tout cas, moi, ça m'a permis de vraiment bien mieux comprendre les enjeux de l'eau, les différentes dépendances qu'on peut avoir avec l'eau, la crise qu'on traverse, les différents risques ou les différentes solutions qu'on pourrait aborder. Donc, je te remercie vraiment. Merci d'avoir pu te libérer, Charlène. Avec plaisir. Puis tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Ciao.